Salut Médoc, salut tout le monde, bienvenue dans Classé 18+, et c'est une émission qui va faire plaisir, parce qu'en fait ça va nous permettre de revenir sur deux des meilleurs jeux de l'année dernière. Donc c'est con, mais on se dit genre bah attends, on n'est pas dans la nouveauté, si c'est de la nouveauté, mais ça concerne deux vieux jeux. Est-ce que tu as une petite idée desquels? Si t'as pas une petite idée, en fait on va griller le truc avec le sommaire direct. Hein. Non, on va faire ça. On fait ça? Ouais. Le sommaire. On commence avec une interview consacrée à Far Cry 3 Blood Dragon. Suivi d'une autre interview de David Cage sur Beyond Two Souls. On enchaîne avec 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. On aura ensuite un Money Shot spécial 18+. Et puis un Showtime spécial 18+, bien entendu. Et on termine ce classé 18+, avec la critique du DLC de Dishonored, les lames de Dunwall. Dunwall, voilà. Mais tout de suite, Les news. America, you take our land. Un peu sous-exposé par rapport aux nombreux jeux Ubisoft en cours de développement comme Far Cry 3 Blood Dragon, Assassin's Creed 4 et Watch Dogs bien sûr, le prochain Splinter Cell Blacklist n'en reste pas moins l'un des jeux les plus attendus de la rédaction. Après l'excellent Splinter Cell Conviction, sorti en 2010, Sam Fisher avait disparu des radars. Blacklist a été confié au studio Ubi situé à Toronto, sous la direction de Alex Parizeau et Maxime Bellan, qui ont tous les deux travaillé sur Conviction, Maxime ayant aussi supervisé Rainbow Six Vegas et travaillé sur la série Assassin's Creed. Une nouvelle fois, l'histoire est très politique, dans le plus pur style Clancy, et confronte Sam à une nouvelle menace terroriste. Les intérêts américains sont menacés un peu partout à travers le monde, et le gouvernement US autorise la création d'une unité clandestine, Échelon 4, dirigée par Sam. Ce dernier aura carte blanche pour finalement n'avoir à répondre qu'à une personne, le président des États-Unis. Si son scénario n'apporte franchement rien de neuf, au contexte militaro-politique d'une énorme majorité de FPS et de TPS, son gameplay, lui, devrait enrichir les capacités de notre espion quadragénaire. De l'infiltration donc, avec un Sam toujours aussi agile et mortel, susceptible de faire de n'importe quelle canalisation un spot propice à un assassinat acrobatique. On retrouvera aussi la mécanique marquée et exécutée qui permet d'engranger des points d'action afin d'enchaîner des kills cinématographiques. Ces derniers désormais pourront être réalisés en mouvement, les déplacements de Sam ayant été fluidifiés de manière à lui faire traverser des environnements en se jouant des obstacles. Et comme dans Assassin's Creed, l'escalade sera pour lui une formalité. Si ce dynamisme ne rentre pas en conflit avec l'ADN infiltration de la série, il pourrait permettre de multiplier les façons d'appréhender une situation donnée à l'aide d'un level design toujours aussi ouvert. On notera enfin le fait que l'on peut engranger de l'argent à l'issue de chaque mission afin d'acquérir ou d'upgrader armes et gadgets. This isn't a threat. It's a countdown. What are you planning? We're past planning. It's a trap. Get out of there now. State of Decay est un jeu de survie indé à la troisième personne prévu pour le mois de juin prochain sur XBLA et PC. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il s'agit une nouvelle fois d'un titre surfant sur la mode zombie, mais avec une certaine classe. Les développeurs ont en effet affirmé que leur titre serait un vrai jeu de survie situé dans un monde ouvert en constante évolution. On pourra ainsi choisir l'emplacement de sa planque pour la fortifier et l'améliorer au fil du temps et de ses trouvailles. Uniquement jouable en solo, State of Decay intègre des PNJ survivants qui pourront accompagner le joueur dans ses raids visant à récolter nourriture, armes et matériaux utiles. Le gameplay serait sandbox avec des situations générées dynamiquement en fonction de vos actions. Les ressources seraient ainsi limitées et les zones déjà visitées n'en respawneraient pas à l'infini. Le studio souhaite proposer un jeu spectaculaire avec la possibilité de sauter à travers des fenêtres ou d'emprunter des véhicules, le moteur 3D étant visiblement nettement plus abouti que celui du honteux The Walking Dead Survival Instinct, pourtant sorti sous la houlette d'un gros éditeur. Voilà maintenant quelques jours que l'excellent Metal Gear Rising a vu arriver son DLC consacré à Jetstream Sam. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce Samuel Rodriguez, considéré par beaucoup comme le véritable rival de Raiden, et accessoirement un des personnages les plus stylés du casting. Ce DLC propose en effet un chapitre inédit, durant lequel on découvre par exemple les motivations de Sam et l'histoire de son recrutement au sein des Desperados. Le DLC est également accompagné de nouvelles missions VR et bien évidemment de techniques et de mouvements propres à l'épéiste brésilien. Disponible pour un peu moins de 10 € sur PS3 et 800 points Microsoft sur 360, Jetstream ne devrait pas manquer de satisfaire les amoureux de la découpe qui souhaitent prolonger l'expérience Revengeance.
On attend maintenant de voir ce que donnera le prochain DLC, cette fois-ci consacré à Wolf, le chien cyborg. Ok. Pour conclure ces news, on n'a pas résisté au plaisir de vous présenter cette vidéo absolument hilarante consacrée à Far Cry 3 Blood Dragon, où le directeur créatif du jeu, Dean Evans, interviewe l'acteur Michael Biehn, qui prête sa voix au sergent Rex Power Colt, incarné par le joueur. No, I don't. I'm here for a paycheck, and that's about it. Well, you weren't first choice anyway, but we couldn't get Kevin Bacon. Take two. Have you had a nice day? I've had a great day, and I've had a great experience working on the game. Blood Dragon is an extremely creative game. Dink, dink. The goal with this game was to try and pay homage to all of the old 80s action movies, which is why I came for you in the first place. You are arguably the greatest 80s action movie star of all time. Terminator, Aliens, Navy SEALs for sure. It's still an amazing movie. You were that kind of like awesome underdog, you know. You weren't the muscle-bound hero that I normally masturbated to. Move the out of my eye line. I hope I don't have to collect any feathers. What did you think of the script when you first saw it? Sometimes you get in, you do looping, you're working on movies and so on and so forth. But to me, this was like, I could kind of be a teenager again, or in my 20s, you know. The dialogue was fun, and there's a lot of profanity. The great thing about doing this kind of work is that you're really only concerned about your voice. You don't have to worry about memorizing your lines. You don't have to worry about hitting your marks. You don't have to worry about, hitting your light or anything else, and you can just concentrate on your voice. No, I'm extremely happy where Rex Colt has turned up. Rex Colt. Rex Colt. Wait a second. Yeah, just do it, all right? All right, but what is... Hey, I got one page, I got 9 on it. It's Sloane's bedtime, and his blanket is 6 feet of my shit. There were other topics that the marketing team wanted me to talk about. Okay. But I've forgotten them all. F you! Fuck. Is it good? I'm so excited to see, when you bring it out, what it's going to look like, because if the visuals are anything like what we just did as far as sound goes, It's going to be terrible. it's going to be no, man. It'll be good, man. And when I saw the passion that this guy had for this game, I thought, like, this is either going to be a awesome game or it's never going to get released. And I've really enjoyed the relationship that we forged, and it's just a relationship I feel will. Don't touch me. Didn't say that last week. I hope this thing fails. Après ces news, on va s'intéresser un petit peu à BioShock Infinite, donc l'excellent jeu sorti il y a très peu de temps, qui est un peu dans l'actualité, le feu de l'actualité, avec 2 choses, dont une plutôt rigolote, qui est une anecdote. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure sur le site Kotaku, en fait, le témoignage d'un mec qui disait que, donc un mec qui s'est fait rembourser son BioShock par Valve, parce qu'il avait acheté sur Steam. Et le mec, il s'est fait rembourser parce qu'il n'a pas pu y jouer parce que ça allait à l'encontre de ses convictions religieuses. En fait, apparemment, moi j'y ai pas joué encore à BioShock Infinite, mais apparemment au début du jeu, t'as une scène de baptême. Tout à fait, au tout début du jeu, juste avant de rentrer dans Columbia, tu te fais baptiser un petit peu de force par les troupes de Comstock. Voilà, et donc apparemment le mec, ça allait à l'encontre de ses convictions religieuses, tout ça, donc il n'a pas pu avancer. Cette scène, tu peux pas la zapper, t'es obligé de passer par là pour jouer au reste du jeu. Ouais. Donc le mec, il a expliqué ça dans un mail à Steam, moi ça va à l'encontre de mon truc, donc je voudrais me faire rembourser. Et il a eu gain de cause, il s'est fait rembourser. Mais alors du coup, ça pose une question plutôt marrante. Enfin, je veux dire, le mec, donc, bon, manifestement, ça a l'air d'être un joueur. En achetant BioShock Infinite, il avait vu des trailers, tout ça, il savait peut-être un petit peu à quoi s'attendre. Certainement pas à cette scène de baptême. Mais, je veux dire, il sait que tu tues des gens et tu leur mets des coups de... Comment ça s'appelle, l'engin? C'est le skyhook. Tu leur mets des coups de skyhook dans la gueule. Ouais. Mais ça va pas à l'encontre de ses convictions. Mais c'est un peu bizarre, ouais. En effet, il y a une espèce de grosse incohérence. Tu peux tuer, mais attention, scène de baptême. C'est quand même un point commun, genre la plupart des religions, la violence, c'est pas un truc que tu pratiques ou que tu encourages spécialement. Donc un peu bizarre. Ouais, spécial. Et le mec, il a réussi son coup, quelque part, il fait le buzz. Donc voilà, puis il a réussi à se faire rembourser, donc tant mieux. Autre petite news sur BioShock Infinite, la sortie prochaine, fin mai normalement aux États-Unis, du jeu de plateau.
Donc un jeu de plateau avec des figurines, des cartes et la possibilité de jouer au sein de Columbia. Et donc on aura 2 camps. Donc on aura le camp des fondateurs, donc le camp Comstock, le camp de la Vox Populi, donc le camp des rebelles, donc dirigé par Fitzroy. Et puis on aura la possibilité également de jouer entre guillemets un petit peu avec les 2 personnages principaux, donc avec Booker et Elizabeth, qui feront office un petit peu de wildcards. C'est-à-dire ils vont débarquer dans le jeu et changer un petit peu la donne. On pourra également essayer de jouer un petit peu avec eux, avec des cartes, etc. Et donc on aura tous les quartiers un petit peu de la ville avec les skylines qu'on pourra emprunter avec les cartes qui vont bien une nouvelle fois. On pourra même utiliser et avoir dans son deck le Songbird, donc sachant que le design, le caractère design de tous les monstres et les personnages du jeu c'est vraiment excellentissime. Donc c'est vrai que ça fait c'est un jeu qui se prête parfaitement, un univers qui se prête parfaitement à un jeu de plateau. Ouais, surtout s'il se pointe avec des pures règles. Donc ça sort, c'est fin mai? Fin mai a priori, ouais. D'accord, du coup on est curieux. Ouais, carrément. Voir ça, je suis parti voir sur le site Trick. Oui, tout à fait, j'en ai pas parlé, c'est Played at Games. Ah, alors ouais. ça c'est c'est l'éditeur. Voilà. Et ensuite Trick Track, c'est un site spécialisé dans les jeux de plateau. Ouais. Et parti voir s'il y avait des infos, une date et tout, j'ai rien trouvé, mais en tout cas on a hâte parce que nous aussi à No Life on aime bien les jeux de plateau. On pratique beaucoup. Ouais. Voilà. Et maintenant on va passer à carrément autre chose, une bonne nouvelle, un pétage de plomb. Ça fait plaisir, dans le jeu vidéo de temps en temps, il y a des gros éditeurs qui nous sortent des grosses machines, etc. Et en règle générale, c'est plutôt sérieux, quoi. C'est du big business, quoi. Quand tu sors un Assassin, un Far Cry 3, etc., tu veux faire quand même beaucoup d'argent. Tu fais du jeu vidéo, ok, mais tu veux également faire de l'argent. Et là, ils viennent d'annoncer, tout le monde a cru en fait que c'était un poisson d'avril au début, parce que l'annonce est tombée à peu près autour du 1er avril. Far Cry 3 Blood Dragon, avec une sorte de délire, où ils reprennent un petit peu le game system du jeu pour le balancer dans un univers futuriste, avec des espèces de dragons dinosaures qui balancent des lasers avec leurs yeux, avec des tas de références aux films des années 80, avec également des références visuelles aux jeux vidéo des années 90, donc la grande période 16 bits, Amiga, Atari ST, etc. Et c'est surprenant, quoi. T'es là, genre, on s'attendait pas du tout à ça. On pensait que c'était une blague. Ouais, mais parce qu'il me semble qu'ils l'ont dévoilé vraiment pour le coup le 1er avril. Ah ouais. C'était pas un poisson d'avril, la preuve. Tu as rencontré un développeur et tu lui as posé plein de questions sur ce jeu. On va voir ça tout de suite. From the toxic ashes of Vietnam War II, a new breed of renegade soldier is born. Part man, part machine, all cyber commando. Fuck you. Dévoilé au public le 1er avril dernier, tout le monde a d'abord cru à une bonne blague. Pourtant, Far Cry 3 Blood Dragon sortira bel et bien dans quelques jours sur PC et console HD. On imagine d'ailleurs qu'Ubisoft avait prévu son coup à l'avance et anticipé les nombreuses réactions qui ont suivi la diffusion du premier trailer hautement inspiré de ce standalone. Blood Dragon se pointe avec des intentions très claires, stimuler les trentenaires qui ont grandi avec des références issues des années 80 et 90, à coups de scénars ridicules, de personnages clichés et de situations over the top. Une grosse dose de second degré donc, dans lequel le jeu nous plonge dès les premières secondes, notamment grâce à ses cinématiques façon jeu de l'époque et ce tutoriel super décalé qui suit. Et pour mieux comprendre ce délire dans lequel Ubi Montréal s'est inscrit, nous avons profité d'une journée organisée par l'éditeur pour poser quelques questions à Philippe Fournier, l'un des producteurs de Blood Dragon, à commencer par les références dont s'inspire le jeu. Pour nous, ce qui était important, c'est de se retrouver un peu, de se remettre dans la peau des gens qui vivaient dans les années 80-90. La plupart des développeurs sur l'équipe sont justement des enfants un peu de ces années-là. Puis pour nous, c'était tout ce qui était VHS. Dans ces années-là, on allait dans un club vidéo, tout ce qu'on trouvait, c'était des cassettes et des cassettes VHS de autant de super bons films comme de vraiment très mauvais films. Donc pour nous, une des plus grandes références, évidemment, c'est Terminator, Robocop, G.I. Joe, E-Man, tous ces soit cartoons ou soit films-là de ces années-là, action, over the top, explosion, clichés. C'est vraiment là-dedans qu'on est allé chercher l'inspiration pour Far Cry 3 Blood Dragon. Ubisoft Montréal a également tenu à travailler avec des artistes ayant eux aussi un rapport avec cette époque. Afin d'aller vraiment chercher l'essence des années 80-90, on est allé chercher des gens justement qui sont eux aussi s'inspirent dans leur quotidien de ces années-là. Par exemple pour la musique, la soundtrack est faite par un groupe australien, un duo électronique en fait qui s'appelle Power Glove. Ils ont bossé sur quelques films et ils font beaucoup des remixes de chansons de jeux vidéo déjà.
Donc pour nous, c'était vraiment c'était un choix facile. Je pense qu'on les a approchés. Au début, ils pensaient que c'était une blague. Ils pensaient justement que c'était un poisson d'avril. C'était pas en avril, mais puis finalement, on a dit non, là, on est sérieux. On veut vraiment vous avoir à bord. Puis pour eux autres, ils ont sauté sur l'occasion de pouvoir travailler enfin sur un jeu. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a fait vraiment de la manière old school. Donc chaque mission a une trame sonore qui est complètement propre à elle. Puis évidemment qu'on va releaser la soundtrack qui va être downloadable bientôt. Ça risque d'être intéressant. En termes d'acteurs, on est allé chercher Michael Biehn qui joue le rôle principal de Rex Power Colt. I do what I want. Understood. Un icône, honnêtement, des films d'action des années 80-90. Il y a eu le rôle principal dans Terminator. Il a joué aussi dans Aliens, The Abyss, Navy Seals, qui est un film un peu plus obscur, mais quand même pour lui, c'était incroyable de se remettre sur la sellette, de se remettre comme il était une grande star de ces années-là. Pour ce qui est du cover, on est allé chercher un artiste canadien en fait, qui lui a justement travaillé sur Drive. C'est lui qui a aidé aussi à la bannière de Tron Legacy, le nouveau, avec Disney. Donc vraiment, c'est des artistes qui sont inspirés déjà des années 80-90. Pour eux, c'est un vrai playground qu'on leur a donné. Blood Dragon propose donc une vision du futur comme pouvaient le faire les cinéastes des années 80-90, avec beaucoup de couleurs flashy dégueulasses, des explosions dans tous les sens et du ridicule en guise d'élément narratif. Une direction complètement assumée, mais qui s'éloigne du coup de ce qu'avait proposé Ubi avec Far Cry 3. Dans cette configuration, on peut alors se demander pourquoi avoir conservé ce nom. Oui, l'univers est complètement différent de Far Cry 3. Puis en fait, c'était l'intention. Le mandat qu'on a eu, c'était de virer fou un peu pendant la production. Puis on était super chanceux qu'Ubisoft nous donne la chance justement de se rafraîchir, de faire quelque chose qui était vraiment créatif. Far Cry 3, pourquoi? En fait, c'est basé sur les mêmes systèmes, la même technologie. On a quand même chiffré un jeu de qualité avec Far Cry 3. Je pense qu'on a gagné plusieurs prix. Donc on a vraiment bâti sur ces mécaniques-là. N'importe qui, un fan de Far Cry, de la marque, de Far Cry 3 aussi, va retrouver les mêmes mécaniques familières. Donc le shooting ressemble beaucoup. Tout l'aspect monde ouvert, tout l'aspect open world, les side quests, etc. Tout ça font partie de l'univers de Far Cry Blood Dragon. Bien évidemment avec une couche de peinture propre à Far Cry Blood Dragon. Donc beaucoup de rose, beaucoup de mauve, beaucoup de bleu et des néons. L'ambiance est donc clairement différente, et même si l'on a affaire à la même technologie et aux mêmes grandes lignes que Far Cry 3, comme la dimension stealth ou encore le côté open world, Blood Dragon se pointe tout de même avec quelques features qui lui sont propres. Des cool features sur Far Cry 3 Blood Dragon. Je pense qu'on a vraiment assumé le fait que Rex Power Colt, c'est un cybercommando. Donc il est cybernétique, il saute un petit peu plus haut, il court un petit peu plus vite. Quand il tombe, il prend pas de dommages. Pour se régénérer, au lieu de se mettre un bandage, lui, il va carrément se ressoudre son bras cybernétique ou carrément le revisser parce que son bras va avoir pendu. Et le dragon, évidemment, qui est, d'après moi, le personnage principal, si on veut, du jeu, prend beaucoup de place. Mais le dragon, c'est vraiment... On s'est dit comment repousser notre écosystème. On avait déjà le tigre, on avait déjà l'ours, on avait une couple d'autres, des panthères, des tigres. C'est quoi le sommet de la chaîne alimentaire? C'est là que le dragon est arrivé. Il est immense, il tire des lasers de ses yeux. Vous pouvez imaginer le type d'encounter dynamique qu'on peut avoir dans le jeu en ayant un dragon vivant avec lequel on peut interagir. C'est incroyable. Disponible dans quelques jours sur PC, PS3 et 360, on attend de ce standalone qu'il nous divertisse à moindre coût, et on ne manquera pas de vous en reparler dans le cadre d'une critique diffusée dans un prochain classé 18+. Alors Far Cry 3 Blood Dragon sortira le 1er mai, il sera critiqué dans le prochain classé 18+, et il fonctionnera en standalone, donc pas nécessaire d'avoir Far Cry 3, même si on ne saurait trop vous conseiller d'essayer ce jeu, parce que c'est juste une des petites tueries de l'année dernière. Qu'est-ce que tu as pensé? Quelles sont tes premières impressions? Parce que toi, tu as eu l'occasion d'y jouer. Alors oui, effectivement, j'y ai joué, j'y ai pas passé 2 heures, hein, mais je me suis fait tuto, je me suis fait quelques bonshommes. Écoute, c'est agréable, c'est très drôle, le tuto est très marrant, l'intro, c'est vrai que l'intro elle te choque un peu parce que c'est des images façon Amiga, 16 bits et compagnie, t'as envie de voir un logo Data East ou Océan, tu sais, parce que c'est ça les cutscenes. Donc c'est bête, c'est bébête, mais ça fonctionne.
Ça fonctionne. Donc j'ai envie de voir après le côté monde ouvert, voir la durée de vie, voir le contenu. Parce que c'est un stand-alone, c'est bien. J'espère qu'il sera vendu du coup à moindre prix. Il va être vendu, je pense, soit 800 points Microsoft. Enfin, pour le XBLA, 800 points Microsoft, ou 1200. Donc ce sera soit 10, soit 15 euros. À mon avis, plutôt 15 euros. Ça, c'est bien. Parce que je veux dire, les mecs ont rentabilisé la machine, le Far Cry et tout. Ça n'aurait pas de sens de se pointer avec un jeu à 50, 60 euros. Mais en tout cas, je vais y jouer. Ouais. Je vais y jouer parce que ça me cible complètement. Mais c'était dans la cible, ça c'est ta génération. C'est les trentenaires, voire les gens qui s'approchent de la quarantaine, tout ça quoi. Qui ont vu Terminator au cinéma, ce genre de choses. Tu pourrais y jouer aussi. Non, moi je pourrais y jouer clairement. Moi ça me parle à fond. On va maintenant passer à un autre jeu. Moins fun sans doute, en tout cas un jeu qui va faire énormément parler de lui. C'est le nouveau titre développé par le studio Quantic Dream qui a sorti Heavy Rain entre autres. Il s'agit de Beyond Two Souls. On a été dans les studios de Quantic, on a rencontré David Cage, on lui a posé plein de questions sur ce titre et on va maintenant voir ses réponses. We only know how much we love someone when we know what we're willing to sacrifice. I never asked myself that kind of question. Without knowing why, without asking myself how far I would be prepared to go for love. Sometimes it's better not to know. Heavy Rain, à sa sortie, ne fit pas l'unanimité. Son gameplay contextuel, nécessitant la plupart du temps d'enchaîner des séquences de boutons, se pliait en effet à une expérience cinématographique, certes immersive, mais manquant par moments de finesse. Mais si Heavy Rain a clairement divisé les joueurs, y compris à la rédaction de No Life, il n'en proposait pas moins une expérience autre, à la fois originale et audacieuse. On était donc curieux de voir ce qu'allait pouvoir proposer Quantic Dream avec Beyond Two Souls, raison pour laquelle nous avons été visiter le studio français où plus de 170 personnes travaillent aujourd'hui sur cette exclusivité PlayStation. En fait, je réfléchissais au concept de Beyond dès la fin de Heavy Rain. En fait, la dernière année sur un projet est toujours un peu particulière pour moi parce que je suis en train d'anticiper ce que je vais vouloir faire derrière. J'ai la chance et la responsabilité d'avoir une grosse équipe, donc je ne peux pas me permettre après un projet de prendre un an pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire, donc il faut essayer de limiter le temps, l'intervalle entre deux projets. Donc on est parti assez vite sur cette idée d'essayer de rebondir un peu sur ce qu'on avait découvert avec Heavy Rain, sur la manière de raconter une histoire, l'émotion, tout ce que les gens avaient apprécié. Et en même temps avec une vraie envie de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire de ne pas se répéter, de ne pas simplement faire une suite ou une répétition de ce qu'on avait déjà fait, mais d'essayer de voir comment on pouvait aller plus loin et explorer d'autres possibilités, d'autres décisions. Et voilà, peut-être qu'en fait il y a eu deux influences un peu sur le... J'ai toujours été assez fasciné par les... Parfois on voit des gens dans le métro qui sont des sans-abri ou autres qui parlent à quelqu'un d'invisible et qui ont un dialogue avec quelqu'un qu'on ne peut pas voir, mais visiblement où il y a un dialogue, où il y a un échange, et parfois ils s'énervent, etc. Et on se demande toujours s'il y a personne ou si peut-être qu'eux voient quelqu'un qu'on ne peut pas voir et qu'il y a vraiment un dialogue avec quelqu'un ou quelque chose. Et c'était vraiment une des réflexions de se dire, ok, qu'est-ce que ça donnerait s'il y avait effectivement quelqu'un qu'on ne pouvait pas voir. Et l'autre point de départ, un peu sur le projet, a été un événement un peu plus personnel où j'ai perdu quelqu'un de proche. Et voilà, c'est toujours quelque chose qui est assez brutal et assez dur. Et voilà, c'était aussi l'envie d'essayer de voir comment on pouvait parler de ça, de la mort et de ce qu'il y a de l'autre côté d'une manière différente. Et pourquoi pas dans un jeu qui est finalement un média aussi légitime pour parler de ces sujets-là que n'importe quel autre. Une histoire personnelle donc, pour un scénario digne d'un gros blockbuster hollywoodien ayant pour tête d'affiche Willem Dafoe et Ellen Page. Beyond Two Souls s'éloigne ainsi du thriller multipersonnage qu'était Heavy Rain pour se rapprocher du fantastique. S'il met en scène plus de 300 personnages, il propose cette fois-ci une seule héroïne, ou presque. On incarne en effet Jodie, une jeune fille différente connectée à une entité nommée Aiden, qu'elle seule peut voir et contrôler, excepté le joueur bien sûr. L'histoire suit donc ce personnage à deux visages sur une période de 15 ans tout en privilégiant une narration syncopée, non chronologique, à la Pulp Fiction. Mais si Beyond Two Souls n'a plus grand chose à voir avec Heavy Rain, d'un point de vue narratif, il semblerait que les développeurs aient également cherché à l'en distinguer d'un point de vue gameplay. Si l'on en croit David Cage, les QTE auraient ainsi été supprimés ou presque. On cherche jeu après jeu à trouver l'interface idéale qui est probablement invisible
et imperceptible. Et jeu après jeu, on essaye petit à petit de se rapprocher d'une interface qui à la fois permette une immersion, permette un sens du mimétisme et en même temps soit aussi discrète que possible. Donc on était déjà dans cette démarche dès avant la fin de Heavy Rain, où on se disait comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer ça? Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour ne pas dire au joueur ce qu'il a à faire, mais lui permettre, en regardant et en analysant l'image, de dire c'est ça que je dois faire maintenant, je comprends le mouvement et c'est moi qui le fais, c'est moi qui le décide. Et ça a été toute la source du travail vraiment sur Beyond, c'est comment rendre cette interface plus discrète et plus intuitive. C'est un vrai challenge et on pourrait facilement se dire bon, on n'a qu'à appuyer sur croix et puis ça y est, c'est bon, à chaque fois que je veux faire une action, j'appuie sur croix comme dans beaucoup de jeux vidéo. On a essayé de garder cette notion de mimétisme et cette notion de dérouler les mouvements avec le stick analogique droit qu'on avait dans Heavy Rain, mais avec cette différence que cette fois on n'affiche plus de prompt, on laisse le joueur voir par lui-même quel est le mouvement qu'il doit faire. Et on est assez surpris parce qu'en fait on se rend compte que le prompt est inutile puisqu'il n'y a qu'à regarder l'image et on sait ce qu'on doit faire. On s'est aussi rendu compte que certains hardcore, quand ils voyaient des prompts à l'écran, ne comprenaient pas trop ce qu'ils voyaient et se disaient bon, c'est une espèce de Dragon Slayer, je suis dans une vidéo et j'appuie sur des boutons, ça déroule des films. Et on s'est un peu battu sur Heavy Rain pour essayer d'expliquer que c'était pas ça le jeu qu'on était en train de faire. On est en contrôle du personnage tout le temps, chaque seconde. Et quand il y a des prompts, c'est simplement pour remplacer le bouton croix qu'on a dans tous les jeux vidéo. Nous, on avait un prompt qui était un peu plus présent. Et les séquences d'action étaient un peu orientées aussi différemment. Et ça a plus été un problème pour les gens qui n'ont pas joué à Heavy Rain que pour les gens qui y ont joué, qui ont bien vu que l'expérience reposait évidemment pas là-dessus. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a voulu adresser aussi, et d'abord en termes de game design, pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une interface qui soit plus intéressante et plus jouable, tout en conservant le fait que ce soit spectaculaire, que ce soit contextuel, que ce soit chorégraphié, et qu'on ait quelque chose qui soit joli tout le temps, et surtout que chaque séquence d'action soit différente et qu'on ne soit pas obligé, comme dans beaucoup de jeux vidéo, de revenir toujours aux mêmes mécaniques et d'appuyer sur les mêmes boutons pour donner les mêmes coups, pour faire un peu la même chose. Qu'on ne soit pas obligé d'avoir des combats pied-point toutes les 5 minutes dans le jeu pour justifier qu'on fait aussi du combat, mais qu'on puisse garder cette approche contextuelle et qui nous semble extrêmement forte et participe beaucoup au voyage pour le joueur. Ce qu'on essaye de faire avec Beyond, c'est avant tout un voyage plus qu'un challenge. Le but n'est pas de donner une série d'obstacles ou de puzzles qui sont de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on avance, mais au contraire d'avoir une expérience qu'on vit, d'avoir une espèce de voyage dans la vie de quelqu'un et d'être confronté avec cette jeune femme, Jodie Holmes, au moment facile ou au moment désagréable de sa vie, d'avoir des décisions à prendre, voir l'impact qu'elles vont avoir. Et c'est vraiment toute cette expérience-là qui nous intéressait, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'on ait une approche différente des mécaniques par rapport à l'approche traditionnelle des jeux vidéo. Et c'est un travail qu'on continue d'explorer, de creuser, parce que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment, en tout cas nous, qui nous intéresse beaucoup dans cette démarche-là. Nous avons en effet constaté que le jeu n'enchaîne plus les séquences Simon demandant de taper sur rond, carré, croix-croix et d'autres combinaisons de boutons de ce type. Cette fois-ci, les éléments interactifs sont suggérés par un point blanc assez discret, nécessitant un mouvement naturel du stick analogique. Un principe que l'on retrouve dans les combats du jeu et qui n'a pas été facile à appliquer, ces derniers proposant une mise en scène multipliant les angles de caméra, d'où un problème potentiel de lisibilité pour le joueur. Alors l'immense difficulté à laquelle tous les développeurs de jeux vidéo sont confrontés, sauf quand on fait du FPS, c'est la gestion de la caméra. Alors il y a une solution qui est assez simple, qui est adoptée par un grand nombre de jeux, qui consiste à mettre la caméra dans le dos du personnage, qui permet d'avoir une caméra qui a le même référentiel que le personnage, puisqu'on est dans le même axe, donc la gauche est la gauche, la droite est la droite, pour le personnage et pour la caméra, et non pour l'utilisateur. C'est extrêmement fonctionnel, ça marche très bien, puisqu'il y a un paquet de jeux qui utilisent ce système. Par contre, l'énorme désavantage que ça a, c'est qu'on a une caméra en permanence dans le dos du personnage, donc cette caméra ne raconte pas grand-chose, on n'a pas vraiment de sens de la cinématographie, on n'a pas d'émotion, enfin on a une caméra utilitaire qui est là pour montrer, mais qui n'est pas là pour raconter ou porter quelque chose. Et nous, dans le type d'expérience qu'on essaye de créer, avoir un sens de la cinématographie en permanence et pas que dans les cutscenes, parce qu'on a très peu de cutscenes, on voulait que même quand on se déplace et qu'on explore une pièce, il y a une caméra qui raconte quelque chose, qui pose une ambiance, qui soit en cadre serré, si on veut créer une ambiance oppressante, ou au contraire aérée, si on veut quelque chose, voilà, qui vive, qui bouge, qui se déplace, qui raconte quelque chose à travers le cadre et à travers le montage. C'est aussi vrai évidemment dans les séquences d'action. Je ne parle pas vraiment de séquences de combat, parce que il n'y a pas des séquences de combat et le reste du jeu, il y a un jeu qui se veut homogène et surtout qui se veut non répétitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 fois la même séquence d'action dans le jeu. Donc on va se battre pied-point, mais la fois d'après, ça sera complètement autre chose, et la fois d'après, on fera encore autre chose, et tout ça utilise la même interface, mais dans des contextes radicalement différents. Et le rôle de la caméra est extrêmement important, puisqu'on a des problèmes de référentiel,
Dès qu'on a un cut de caméra, on change de référentiel, donc le joueur peut être perdu. Et c'est vrai dans un certain nombre de cas. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, essayer de trouver des solutions. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. On est encore en train de travailler dessus. Mais ce qu'on met en place, on essaye de trouver la meilleure solution pour avoir à la fois un sens de la cinématographie et avoir un gameplay qui soit adapté, en étant vigilant sur la manière dont on monte, en faisant des compromis évidemment sur la cinématographie. On ne peut pas en faire sur le gameplay, pour essayer que ce soit non pas perturbant pour le joueur, mais qu'au contraire, ça vienne enrichir son expérience de jeu et que ça apporte au côté spectaculaire de l'expérience. À tout moment, on peut quitter le corps de Jodie pour emprunter celui immatériel d'Aiden. On passe alors en vue subjective avec la capacité de traverser les murs et d'interagir physiquement avec certains éléments du décor que l'on peut déplacer ou activer. Aiden reste lié dans tous les sens du terme à Jodie et dispose d'un rayon d'action limité dont l'épicentre est le corps de la jeune fille. Alors tout le gameplay d'Aiden est un gros travail, puisqu'il s'agissait d'émuler pour le joueur ce que ça veut dire d'être une entité, d'être invisible et d'être un esprit. Donc on a beaucoup travaillé sur le déplacement pour avoir quelque chose qui soit fluide et agréable, qui soit maniable en 3D, qui fasse pas simulateur d'avion, mais bien qui fasse je suis un esprit et je flotte. Je flotte en l'air et je suis invisible, je peux traverser les murs et je peux interagir avec la matière de différentes manières. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est éviter le côté j'ai des super pouvoirs et je vais faire des trucs de dingue en appuyant sur un bouton. On a essayé toujours de garder cette logique de mimétisme et d'émulation physique de ce qui se passe à l'écran. Et donc on a un système où on utilise des orbes, qui sont des orbes de pouvoir que Aiden contrôle, et sur laquelle qui sont contrôlés par les 2 sticks analogiques. Donc on a vraiment un système sur lequel on doit concentrer ces orbes à un point précis pour accomplir différentes actions, ou au contraire sur lesquels on va avoir un système de front presque, on va les tirer vers l'arrière, les relâcher pour envoyer ces orbes dans une direction par exemple. Et donc tout ce que peut faire Aiden est vraiment calqué sur cette idée d'émulation physique au stick de ce que peut faire le personnage. Mais si Aiden est une entité immatérielle, permettant d'enrichir l'exploration des environnements et les solutions données aux joueurs pour franchir un obstacle, il n'en reste pas moins un vrai personnage. Ce qui était important pour nous avec Aiden, c'est de ne pas faire d'Aiden un pouvoir de Jodie, ou de ne pas en faire un animal domestique ou quelque chose. Mais on voulait en faire un personnage. On voulait que ce personnage ait une existence, une personnalité, une réalité, parce que ce qui nous intéresse avant tout, c'était de raconter l'histoire de la relation entre Jodie et cette entité, et à quel point cette relation est ambiguë et forcément conflictuelle. Ce sont 2 personnages qui sont attachés l'un à l'autre, qui doivent vivre ensemble. C'est évidemment extrêmement déplaisant pour Jodie, mais c'est aussi extrêmement déplaisant, on l'imagine en tout cas très vite, pour Aiden, qui n'a aucune envie d'être attaché à cet humain et d'être traîné partout comme ça. Donc ces 2 personnages vont devoir apprendre à vivre ensemble, et Aiden, il y a une vraie relation d'amour et de haine en même temps, puisqu'ils se connaissent depuis la naissance de Jodie, et en même temps ils se détestent, puisque Jodie, tout ce qu'elle veut, c'est vivre une vie normale, c'est être débarrassée de cette chose qui lui pourrit sa vie de manière générale, parce que Aiden autant peut être extrêmement affectueux et protecteur, mais il peut aussi être assez jaloux et possessif. Et Jodie est confrontée régulièrement à ça, à l'impossibilité d'avoir une vie normale, parce que cette chose est en permanence au milieu, comme un chien dans un jeu de quilles. Et donc voilà, tout le jeu est d'apprendre à gérer cette relation et de voir où elle va aller. Donc il y a évidemment un grand mystère autour de ça. Aiden a une voix, pour répondre à ta question, que seule Jodie peut entendre et comprendre. Beyond se distingue également de Heavy Rain par sa narration syncopée. On le rappelle, Jodie sera incarnée sur 15 ans de vie. Si on ne joue pas 4 personnages, comme dans Heavy Rain, on pourra incarner plus de 40 Jodie distinctes à différents moments de sa vie. On a vraiment opté pour une narration non chronologique. C'était une décision très tôt dans le développement, qui nous a semblé, en tout cas moi, qui m'a semblé très logique, très vite. Je voulais pas faire les chroniques d'une vie et on l'apprend quand elle est bébé, et puis après on la voit plus grande et puis plus grande. Je voulais vraiment montrer comment les événements peuvent être connectés, comment les conséquences, les causes, comment tout ça formait une vie finalement, et comment certains événements qu'on a vus, qu'on a vécus dans notre vie, font de nous qui on est. Et je trouvais amusant l'idée de voir Jodie à l'âge adulte et de lui voir certains traits de caractère, ou certaines relations, ou certains objets autour d'elle, et de les voir et de se dire tiens, d'où ça vient, et de n'avoir la réponse finalement que 10 scènes plus tard, où on va comprendre qu'elle est comme ça parce qu'il s'est passé ça avant, parce qu'on a vu une scène
dans un ordre donc non chronologique. Et ça permettait aussi d'alterner vraiment les scènes d'enfance, d'adolescence, d'âge adulte, en les mélangeant et en s'en servant pour raconter la grande histoire d'une certaine manière du jeu à travers ces moments précis et sans chronologie. Et c'est assez intéressant, en tout cas c'est ce qu'on ressent ici en commençant à bêta-tester le jeu, c'est que ça met le joueur dans une position un peu différente, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il regarde passivement une histoire qu'on lui raconte, il est obligé vraiment de s'intéresser à l'histoire et sans que ce soit une contrainte, mais vraiment parce que simplement il va tout seul reconnecter des événements et se dire « Ah d'accord, j'ai compris, il s'est passé ça parce qu'avant il s'est passé ça » et en fait il interagit avec cette histoire, il remet les pièces du puzzle en place de lui-même et de manière assez naturelle. C'est pas une prise de tête où il faut que je réfléchisse 3 heures pour comprendre ce qu'est l'histoire, ça se passe de manière assez naturelle et assez intuitive, mais ça oblige le joueur vraiment à participer activement, à reconstituer l'histoire et à la remettre dans le bon ordre. On espère donc que Beyond sera une expérience à la fois cinématographique et interactive à même de gommer certains des défauts de Heavy Rain. Il en prend le chemin en tout cas, au moins dans une certaine mesure. Mais la réussite de ce titre dépendra avant tout de la qualité de son scénario, que l'on espère à la hauteur des ambitions affichées par Quantic Dream. Tell them to leave me the fuck alone, because next time, I'll kill everyone. Come on, Aiden. I think they get the message. Bon, une nouvelle fois, Beyond Two Souls, je pense que le jeu va diviser un petit peu le public, les gamers. Donc ceux qui ont aimé Heavy Rain, potentiellement, pourraient tout autant apprécier, voire plus, Beyond Two Souls. Ensuite, ceux qui n'ont pas du tout aimé Heavy Rain pourraient trouver quelques nouveautés. Parce que clairement, David Cage a mis un petit peu d'eau dans son vin, il a changé d'autres mécaniques. Il semblerait, par exemple, moi c'est un truc qui m'est vachement frustré dans Heavy Rain, c'est le fait qu'un personnage t'accompagne pendant 6, 7, 8 heures de jeu, et qu'au final, il meurt, tu le perdes. Pourquoi ? À cause pas d'une décision que tu as prise, un truc qui est lié au scénario, etc. Non, pas du tout. Juste parce que tu n'as pas appuyé sur le bouton triangle au bon moment. Donc ça, c'est un truc qui m'agaçait, qui pour moi allait à l'encontre clairement des intentions de jeu, très cinématographique, très immersif, etc. C'était un peu bizarre. Donc ensuite, on va voir. En tout cas, techniquement, c'est vraiment joli. Les acteurs, ils sont juste énormes derrière. Pour le coup, le casting est vraiment impressionnant, quoi. C'est un casting hollywoodien. Donc à voir. Il y a un truc aussi dans la présentation, en fait, on a vu sur l'écran de jeu, le menu principal, une sorte de mode duo, de duo mode. Ils n'ont pas voulu nous en parler, mais il était visible, présent, donc on pouvait le voir. Ils l'ont pas caché ni quoi que ce soit. Donc j'imagine que les développeurs et Sony voulaient peut-être que les journalistes fassent un petit peu le buzz autour. On est en train de le faire justement. Ouais. Et donc possibilité peut-être d'avoir une option multijoueur. Donc on imagine qu'on pourra savoir diriger Aiden avec la PS Vita par exemple, ou brancher une deuxième manette, ou utiliser le PlayStation Move, je ne sais quoi, pour scinder, puisque tu as 2 personnages dans le jeu, tu as le personnage de Jodie et le personnage qui vit dans sa tête, qui te permet de passer en vue subjective et de traverser les murs et de déclencher des petits trucs physiques un peu dans l'environnement. Il y a vraiment quelques idées intéressantes. Donc à voir, on est assez curieux, quoi. C'est pas... Ça peut être sympa. Bon, en tout cas, on n'est pas super énervé quand même à la suite de ce reportage. Non, ça va pas nous empêcher de regarder un petit 3 minutes pas plus pour 3 minutes de zen absolu, ou presque, parce que c'est pas du 3+, parce qu'il n'y a pas de classement PG, tu vois, réellement, pour les jeux sur l'Apple Store. Mais malgré tout, c'est relativement zen sans l'être, mais c'est très mignon. Donc je pense que ça colle quand même avec la thématique de la rubrique. D'autant plus que l'idée, c'était de parler de jeux vraiment intéressants, avec des petits concepts sympatoches. Donc même si le jeu s'inscrit, on va en parler, dans le Endless Running Games, il apporte des petites idées sympas. On va voir ça tout de suite. Le jeu, il s'appelle Badlands. Mais tu veux pas renommer ta truc en 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu à Thierry ? Ouais, je sais pas. Non, parce que 3 minutes pas plus pour les jeux 3+, c'est drôle, quoi. Ça rebondit bien et tout. Faudra peut-être changer le nom de la rubrique à un moment donné. Tant que les gens râlent pas, tant qu'il n'y a pas une pétition sur Internet, je m'en fous. Et puis d'ailleurs, je fais ce que je veux. Badlands est un jeu iOS indépendant développé par le jeune studio finlandais Frogmine, où il convient de mener indemne une ou plusieurs boules de poil jusqu'à la fin de petits niveaux au scrolling horizontal. Avant de présenter davantage ce titre, nous allons prendre un peu de recul.
Le jeu vidéo, comme n'importe quelle forme d'art visant un large public, affiche une tendance certaine à se répéter pour finalement embrasser un nombre limité de genres au succès commercial éprouvé. Raison pour laquelle les FPS et autres TPS pullulent sur console et PC, comme les films de super-héros pullulent en ce moment au cinéma. Cette tendance est malheureusement beaucoup plus visible sur les smartphones et autres tablettes pour des raisons évidentes. Ces derniers, nécessitant de plus petits budgets et des ressources humaines plus modestes, il suffit qu'un type de jeu cartonne pour que soudainement, des dizaines et des dizaines de clones apparaissent en très peu de temps. Parmi ces genres ultra populaires, et donc surreprésentés sur mobile, on trouve les Endless Running Games ou Runners. Canabalt, Jetpack Joyride, Run Sanity, Ski Safari, Zombie Tsunami, Rayman Jungle Run, Tiny Wings, Punch Quest, Well Trail, tous ces jeux appartiennent au même genre, et nous n'avons cité ici que quelques-uns des meilleurs, et encore, uniquement les 2D, sans compter la légion de clones de Temple Run. Badland, à première vue, est donc un runner 2D de plus. Mais comme les titres précédemment cités, il parvient à sortir du lot en proposant 2-3 petites nouveautés qui font la différence. Déjà, le jeu est structuré en niveaux, une quarantaine pour le moment, et ne demande pas d'aller le plus loin possible avec un scrolling accélérant sans cesse. Il n'est donc pas endless ou sans fin. En revanche, il propose bien un scrolling forcé, et le joueur se contente de déplacer son personnage de haut en bas, exactement comme un Jetpack Joyride ou un Well Trail. On maintient son pouce appuyé pour faire monter sa boule de poil et on relâche la pression pour la faire descendre, classique. Là où Badland se distingue, c'est dans la multiplication des bonus modifiant les paramètres de contrôle de sa ou ses boules de poil. Certains accélèrent ou décélèrent sa course, d'autres multiplient les boules contrôlées ou modifient leur taille, leur poids ou leur densité. On peut même modifier leur texture afin qu'elles collent à l'environnement lorsqu'on ne peut pas ralentir le temps afin de les faire glisser entre deux pièges mouvants. Chaque niveau propose ainsi un challenge différent grâce aussi à un excellent level design et aux nombreuses interactions physiques de sa boule de poil avec les éléments du décor. On peut activer des mécanismes, pousser des branches, jouer avec des rochers, séparer ses boules pour emprunter deux passages distincts et les obstacles deviennent rapidement mortels avec des pics, des pistons écrasant tout sur leur passage ou des scies circulaires. Badland possède ainsi un petit côté Super Meat Boy et on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine empathie pour ces boules de poil envoyées au casse-pipe, d'autant plus que celles-ci rappellent quelque peu les noiraudes de Mon voisin Totoro. La direction artistique du jeu, magnifique, quoique un peu redondante, contribue également à sortir ce titre du lot des runners mobiles, tout comme son interface épurée. Pourtant, sa structure reste classique, avec plusieurs mondes composés d'une dizaine de niveaux que l'on peut recommencer afin d'améliorer son score, soit le nombre de boules de poil sauvées. Mais le fait que cette interface soit moins apparente que dans la plupart des jeux mobiles rend l'expérience plus fluide. Cerise sur le gâteau, ce titre propose un bon petit challenge, ainsi qu'un mode multijoueur permettant à 2, 3 ou 4 joueurs de faire la course sur le même écran. Si Badland s'avère un peu cher, environ 4 €, il se rattrape donc sur de nombreux points, le fait qu'il ne nous impose ni pub ni micro-paiement en faisant clairement partie. On va maintenant passer à une petite rubrique invitée qui se fait rare dans Classé 18+, mais de temps en temps, on a droit à un Money Shot 18+, et pour le coup, donc, méfiance, hein, jeunes téléspectateurs, si vous êtes devant la télé, vous ne devriez pas être devant votre télé, ouais, déjà. Et vous allez voir des trailers qui font vraiment très peur. Par exemple, on va pas trop spoiler, mais il y aura peut-être un petit peu de Evil Dead avec un trailer ultra méga gore, donc méfiance. Sachant qu'Evil Dead, c'est un film, une trilogie qu'on adore ici à No Life. Donc, enfin, en tout cas, énormément de gens qui l'ont vu l'adorent. J'en fais partie, Evil Dead 2, c'est un de mes films cultes. Et a priori, les premiers retours, d'après ce que disait Jonathan, sont plutôt positifs dans la presse, enfin les journalistes qui ont eu l'occasion de voir le film. Ouais, donc sympa. C'est étonnant. C'est pas tout le temps, c'est pas si facile que ça hein, de se faire apprécier en proposant du gore. Surtout sur Evil Dead. Surtout sur Evil Dead, il y a tellement de fans, c'est tellement culte que c'est limite impossible de faire une suite si tu n'es pas l'auteur originel du film. Ça peut être donc là, il se contente, Sam Raimi se contente d'être producteur, donc on pouvait quand même avoir un petit peu peur. Bon, on va arrêter de parler et puis on va regarder tous les trailers. Attention, ça fait peur. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot 18+. Cette fois-ci, le found footage et les maisons hantées seront à l'honneur avec The Bay et The Conjuring. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus entendu parler de Barry Levinson. En effet, depuis Bandit en 2001, aucun de ses films n'est sorti au cinéma chez nous. Ce grand touche-à-tout s'est déjà illustré dans de nombreux genres comme l'aventure, le film de guerre, la fable, le drame ou le film politique. Mais même si Sphere flirtait parfois avec l'épouvante, il ne s'était encore jamais attelé à un pur film d'horreur. Et pour sa première fois, il s'essaie à un style particulier, celui du found footage avec The Bay. Le film se situe dans une petite ville côtière des États-Unis envahie par des parasites aquatiques. Peu à peu, la population va être infectée par ces parasites, prenant le contrôle de leurs hôtes et transformant la ville en enfer. Côté cast, Barry Levinson a fait appel à de nombreux comédiens quasi inconnus, excepté Jen McNeil, qui interprétait Patricia dans la série The Walking Dead, ainsi que Kristen Connolly, que l'on avait pu voir dans l'excellent La cabane dans les bois. Si le genre du found footage movie a eu tendance à rapidement tourner en rond, The Bay a pour lui un réalisateur expérimenté, et surtout une idée rarement utilisée avec ce genre de technique cinématographique, la multiplicité des sources. Là où la majorité
majorité des films du genre se limite à une, voire deux sources d'images, The Bay racontera son histoire au travers de caméscopes, caméras de surveillance, téléphones portables ou même de reportages télé. Une idée toute bête et bien moins castratrice pour le metteur en scène. Présenté au dernier festival de Gérardmer, le film de Levinson a partagé ses spectateurs, entre ceux trouvant le film très moyen et ceux étant réellement enthousiastes. On pourra se faire un avis lors de la sortie de The Bay, le 19 juin 2013. 911, what are you reporting? Sorry, did you say something bad? Where is she bleeding from? Good morning, Maryland. I am in Claridge, the host of our annual July 4th party. Oh my God! This is the CDC. We're in the middle of some kind of viral outbreak. It's eating their organs, intestines, liver, it goes for kidneys. There's something wrong with the water. This stuff has chemical steroid in it. Hey, we got a situation over the 911 call center, and the system's about to go down. We're just overloaded with calls. Stephanie, you're not answering your phone. I do not want you to get off that boat. I'm just trying to figure out what's going on. I know they shut down all the roads going into Claridge. Now I'm flying over the water here, and, well, there's just dead fish everywhere. That's so big, I don't think he fits in this boat. You ever seen anything like that? I've never seen nothing like that. What is that? Son of a... You don't just shut down the Eastern Seaboard without approval from a higher authority. As you can see here, we have these parasites. Oh my God. Isopods eating right through the fish's tongue. There's something really wrong. Help me. It's eating them from the inside. Dispatch. There's bodies everywhere. Do you hear that? What are you doing? Don't leg at me. We could easily be looking at a new form evolve. Go away! I'm going to show the world what happened here. If you find this tape, just please get it out. We're gonna be okay. 2 ans après l'excellent Insidious, James Wan revient une nouvelle fois au film d'épouvante avec The Conjuring. L'histoire se déroule au début des années 70 dans une maison du Rhode Island où vit une famille tout ce qu'il y a de plus tranquille jusqu'à ce que des phénomènes étranges se produisent. Apeurés, ils vont faire appel à Ed et Lorraine Warren, des experts en paranormal, afin de découvrir ce qui se passe dans la maison. Cette histoire s'inspire d'événements réels en s'appuyant sur la carrière de Ed et Lorraine Warren, d'authentiques experts en activités paranormales, ayant investigué dans le célèbre cas de la maison d'Amityville qui a inspiré la série de films du même nom. Pour son nouveau film, Wan a choisi un trio d'excellents acteurs, puisqu'il mettra en scène Lily Taylor, Vera Farmiga ainsi que Patrick Wilson, qu'il retrouve une nouvelle fois après Insidious. C'est avec une certaine impatience que l'on attend de Conjuring, déjà parce que James Wan a pour l'instant réussi tout ce qu'il a entrepris, ensuite grâce à l'efficacité du teaser que vous allez bientôt voir. Cependant, alors que le film est prévu pour juillet aux États-Unis, on ne sait pas encore quand il sortira, puisqu'il n'a toujours pas de date de sortie pour la France, tout comme Insidious chapitre 2 que James Wan a déjà mis en boîte et qui devrait arriver sur les écrans US en septembre prochain. I get my own room. Oh, you really? can't hear the young boy. Oh, it's in the room. 1, 2, 3, 4, 9, 10. First clap. Let me try with pleasure hands. Clap. I'm gonna get you now. I can hear you breathing. You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room. Girls, it's way past your bedtime.
finir, voici un nouveau trailer de Evil Dead, qui a récemment été présenté à la presse et qui semble avoir enthousiasmé même les fans endurcis de l'original. Pour rappel, le film sortira très bientôt, le 1er mai pour être exact. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Something from that book. Something evil. This thing is attached to Mia's soul. We're gonna have to kill her. You are all going to die tonight. Time to go to sleep. Alors je crois que c'est maintenant qu'on a besoin... Tu veux dire une connerie? Non, j'ai dit c'est maintenant qu'on a besoin de zen et tout, Thierry. Parce que non, mais t'as vu, c'était hardcore là. Non, c'était hardcore, je suis d'accord. Eh ben on va rester dans le hardcore avec Showtime, c'est pas... Non, je déconne. Non, je sais pas. En revanche, ouais, si vous êtes toujours des enfants, il faut se coucher maintenant, ça suffit. On vous a laissé devant Mooney Shoot, ça suffit maintenant, il faut aller dormir. Showtime. Comme vous commencez à le savoir, le JRPG occupe la 5e place du top 5 de mes hobbies préférés, juste derrière le sexe, les hélicoptères, le sexe et le jus de pomme. Dans cette configuration, il était naturel que tôt ou tard, je vous fasse un Showtime consacré à cette passion. Alors ouais, je vous en avais déjà fait un sur Art Helico 3, avec des panties, des bouncing boobs et des déviances propres à cet archipel que l'on aime tous. Mais là, j'ai envie de vous parler d'un bon jeu pour le coup. Queen's Gate. J'en profite d'ailleurs pour remercier le jeune White Shock 01 qui m'a suggéré ce jeu. Queen's Gate est donc un tactics dans la veine de Queen's Blade et dont le game system se rapproche clairement d'un super robot Tyson, sauf qu'à la place des mechas, t'as des gourgandines qui font la bagarre. Et honnêtement, c'est pas mal. On serait dans EXP, je vous aurais expliqué les features qui fonctionnent bien, genre le système de support, ce à quoi correspondent tous ces chiffres, et on aurait même fait des zooms sur des jauges et tout. Mais ça aurait été prendre le risque que vous en ayez rien à foutre. Queen's Gate est donc un tactics qui compte parmi son casting certaines héroïnes bien connues des services. On retrouve ainsi des persos féminins issus de KOF, de Tekken, de Samurai Showdown et autres, le tout justifié par un délire de failles spatio-temporelles, comme dans tous les crossovers qui ne cherchent pas trop à se casser la tête. On prend donc le plaisir là où il est, c'est-à-dire lors des attaques plutôt bien réalisées, et souvent agrémentées du bouncing boobs et du petit panty shot qui va bien. Bon après, faut être attentif, hein, mais je vous fais confiance, je sais bien que je m'adresse à des connoisseurs. Là par exemple, ça fait la bagarre, et hop, voilà, toi-même t'as vu. Là, c'est Mai Shiranui qui s'y colle. Bon elle, quoi qu'elle fasse, a priori on est bien. Mais alors la feature sympathique du système de combat qui fait que parfois t'as presque envie de perdre, c'est ce délire de crush. Concrètement, chaque attaque ou combo cible des parties précises du corps. Au bout d'un certain nombre de dégâts, fatalement les vêtements se déchirent, un peu comme dans la vraie vie. On active donc un crush qui, en plus d'occasionner une attaque bonus pour le joueur ou pour l'ennemi, offre à tout le monde un joli dessin.
Alors j'aurais pu me galérer à débloquer toutes les héroïnes jouables et toutes les scènes grivoises comprises dans l'UMD. Mais le truc c'est qu'en ce moment je suis en train de saigner dans tous les sens le dernier Fire Emblem. Il n'est donc pas question de m'investir dans un autre Tactics. Je vous laisse toutefois avec les quelques plans un peu licencieux que j'ai pu capturer. On se retrouve le mois prochain. Après cet excellent Showtime, on va maintenant voir notre seule critique, en fait de 18+, la critique du DLC consacré à l'excellentissime Dishonored, et qui s'appelle La Lame de Dawnwall. Au moment où on fait ces plateaux, c'est la magie de la télé une nouvelle fois, je n'ai pas encore joué en fait au DLC qui vient tout juste de sortir, et donc je ne sais pas ce que je vais en penser. J'espère que ce sera très bien, d'autant plus qu'on a la possibilité cette fois-ci d'incarner un personnage secondaire du jeu, qui était un de mes personnages favoris. Je n'en dis pas plus, et on regarde la critique. Flash, la critique flash. I'd killed nobles before. Why should an empress be different? La Lame de Dawnwall est le second contenu téléchargeable destiné à l'excellent Dishonored. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de défis à relever, mais bel et bien d'une nouvelle campagne scénarisée qui sera développée en 2 parties, la seconde, nommée Les Sorcières de Brigmore, ne disposant pas encore d'une date de sortie officielle. Une demi-campagne donc, répartie sur 3 missions, que l'on terminera en 5-6 heures de jeu. Mais la durée de vie de ce DLC dépend une nouvelle fois de votre façon de jouer et du niveau de difficulté sélectionné, sachant que le Challenge of Air s'avère être encore plus corsé que dans le jeu originel. Et puis les niveaux sont toujours aussi ouverts, avec de multiples chemins possibles, le joueur ayant toujours la possibilité de les fouiller pour trouver des runes ou des charmes planqués lorsqu'il ne débloque pas des missions annexes. Nouveaux décors, nouveaux ennemis, gadgets inédits, pouvoirs différents ou modifiés, et bien sûr, un nouveau héros, l'assassin Dode, alias la Lame de Dawnwall. Ce dernier est responsable de la chute de Corvo, un tueur engagé pour éliminer l'impératrice et enlever la jeune prétendante au trône. Un tueur rongé par le remords qui tentera de trouver un semblant de rédemption dans une histoire se déroulant parallèlement à celle de Corvo, où l'outsider semble avoir une nouvelle fois un rôle à jouer. Sais-tu que vous n'êtes plus que 8 dans le monde ? En passant du statut de PNJ à celui d'avatar jouable, Dode confère au gameplay du jeu un côté plus incisif, plus mortel. Si les runes et les pouvoirs qu'elles peuvent débloquer sont bien de retour, les compétences de Dode s'avèrent, en toute logique, plus portées sur l'action que l'infiltration, même si on pourra toujours traverser les niveaux tel un fantôme. La possession, par exemple, a disparu, ce qui change tout de même pas mal de choses. En revanche, il est désormais possible d'invoquer des assassins ou de se téléporter en plein saut. Ce clignement updaté est clairement l'un des points forts de ce DLC, puisqu'il permet de tenter de nouvelles choses, jusque-là impossibles. Retrouver le gameplay et le game system de Dishonored est un vrai plaisir. Les réflexes reviennent vite, que ce soit pour les combats ou l'aspect plateforme du jeu, une nouvelle fois au cœur de cette aventure en vue subjective. Téléchargeable sur PC, PSN et XBLA pour environ 10 €, ce DLC n'aura aucun mal à satisfaire les amateurs de Dishonored, même si on aurait préféré que cette campagne soit plus longue ou tout simplement fournie en un bloc, à la manière des épisodes bonus de GTA 4 et non en 2 parties. Voilà, ce classé 18+ est dorénavant terminé et nous allons maintenant faire la promotion pour la prochaine émission qui aura lieu dans 15 jours, qui s'appelle Classé 18+. On aura beaucoup de critiques. Et qui est diffusé à 22h30. À 22h30. Il y aura 3 critiques, enfin pour l'instant il y aura 3 critiques, il y aura sans doute beaucoup plus de petites surprises. On aura les critiques de Far Cry 3 Blood Dragon. Évidemment. Rien que ça, c'est énorme. On aura aussi un jeu que tu attends pas mal. Ouais, le Dead Island Riptide, là, le premier, il y avait des choses, il y avait des défauts, mais il y avait des choses super intéressantes. J'attends de voir si ils en ont tenu compte dans le Riptide, donc ouais, carrément. Et puis on devrait également avoir la critique d'un jeu téléchargeable qui s'appelle God Mode, qui est un jeu 18+. Et donc voilà, du joli contenu, puis on aura bien entendu la meilleure rubrique de Classé 18+, un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, qui sera potentiellement, why not, je sais pas, j'étudie encore la possibilité, Fez. Encore Fez, parce qu'il vient de sortir sur Steam, sur PC. Donc on va en reparler. Tu fais ce que tu veux, c'est ton émission. J'en parlerai jusqu'au bout. Dans 2 ans, il y aura encore des émissions sur Fez. D'accord. Ciao.